Mais trêve de rêvasserie. Il plaignait ses confrères, tout de même, tributaires des lubies de ceux-là même qui les posaient sur un siège éjectable, pour mieux se repaître du spectacle de leur contorsion. Il les écarterait sans pitié, au nom de considérations économiques, pour un simple caprice ou encouragés par leur ressentiment de médiocres petits jaloux. Certes, un directeur de clinique avait pour perspective la pérennité de son établissement, un directeur dans le respect de la santé publique et un dirigeant de puissants groupes privés la rentabilité de son entreprise, mais Jean, lui, outre ses intérêts, avait à l'esprit la santé de ses patients. Un jour que Jean échangeait avec un directeur dont les qualités étaient indéniables, car il en existait évidemment de très nombreuses illustrations, il avait lancé, dans le feu de la conversation, évoquant cette affaire d'IRM que Gros Jojo et Petit Péteux empêchaient de fonctionner dans une ville où, cancer ou non, le patient devait attendre 4 mois avant d'obtenir son examen, ces délais ayant de fâcheuses répercussions. L'Agence nationale de santé, le ministère, la caisse d'assurance maladie, tout le monde s'en fout, mais alors qui se soucie des intérêts des patients? Le visage de son interlocuteur s'était éclairé avant de se fendre d'un large sourire dont la sincérité avait convaincu Jean dans l'instant. Qui pouvait être assez naïf pour poser ce genre de questions, songeait trop bruyamment notre bon directeur? La réponse était alors apparue à Jean, dans toute sa splendeur. Personne, hormis les soignants, ne veillait aux intérêts des patients. Enfin, personne n'était formellement tenu de s'astreindre à cette exigence éthique. J'en ne doutais pas que certains directeurs, le plus généralement en poste dans des établissements sans lien avec des groupes de santé comme Arcelan Dublé Santé, gardaient cette préoccupation bien présente à l'esprit, mais d'autres, y compris certains médecins, la rangeaient dans la catégorie des options. Cela se résumait à une affaire personnelle, c'était entre soi et soi-même. Évidemment, Jean veillait, comme un chacun, à ses propres intérêts, mais restait la balance entre ceux-ci et ceux du patient, elle penchait, aux yeux de certains, dans une unique direction, la leur. Parmi ses confrères ne versant guère dans l'empathie, Jean distinguait un chirurgien, Jean Dufils des luttes gauche. Ce dernier se livrait à un commerce particulièrement nauséabond. Jean avait évoqué son cas, dans le fil de l'un de ses romans, une évocation purement littéraire, bien évidemment, Dufils des luttes gauche avait inspiré un personnage de chirurgien, lequel avait adopté certains des traits d'un hypothétique personnage réel. Rien de plus. Personne, hormis lui et quelques rares proches, n'aurait pu discerner quelles caractéristiques auraient supposément pu mener à distinguer, dans le portrait fictif, les attributs de cet être de chair et d'os. Prudence, l'authentique personnage de chair et d'os à l'origine du personnage de Dufils des luttes gauche serait assez pervers pour porter plainte. Porteur plainte contre le fictif Jean parce que le fictif Docteur 33, héros de papier, évoque littérairement le fictif Docteur Dufils des luttes gauche, héros fictif lui-même inspiré du personnage fictif de Tumulte et Submersion, le Docteur du Boyau, n'arrêterait nullement celui qui, partageant quelques traits avec ses divers personnages, se serait reconnu. Simplement, les juges auraient eu quelque peine à dérouler les chevaux. Tout comme vous, je suppose. Ni Jean, ni 33, ni Dufils des luttes gauche, ni du Boyau n'existaient ailleurs que dans le monde imaginaire, mais des ordures de chair et d'os se tenaient, elles, tapies dans l'ombre d'un univers très concret, prêtes à bondir. Il fallait simplement espérer ne jamais les croiser. Elle se désignait une ciblée, raison justifiée ou non, faisait de vous ce que le chat faisait de la souris. Sadisme en plus. Et, étonnamment, elle proclamerait, une fois leur véritable visage exposé au grand jour, qu'il ne leur correspondait en rien. La vérité n'existait nulle part, ni dans les phrases ni entre les phrases. Figurez-vous que Dufils des luttes gauche, fils fictif de haut fonctionnaire fictif, membre d'une gauche, elle, bien réelle, encore que, faisait montre de singulières excentricités. Il était fier comme le pan, un pan sorti des fables de La Fontaine. Il se pavanait en roucoulant, bombant le poitrail dans les couloirs de la clinique. Il était ambassadeur d'un territoire perdu au milieu d'un océan ou peut-être bien d'un rocher au milieu d'un lac ou d'un pont au milieu d'une rivière. Il était officier de réserve, membre de diverses sociétés et franc-maçon. Je tiens à préciser que j'en avais rien à reprocher collectivement à ces derniers. Il aimait à singulariser. Englober, généraliser, simplifier, amalgamer, vulgariser lui semblait vulgaire. Les francs-maçons, les homosexuels, les journalistes, les climato-sceptiques. Les laits n'étaient rien, rien que des concepts et des abstractions sans carcasse. Et le groupe Arcelan Dublé Santé, alors? Était-il ou n'était-il pas? S'il avait été, jamais de telles dérives n'auraient vu le jour. J'en songeais donc naïvement qu'il n'était pas, contrairement aux 3 abrutis bien réels qui le persécutaient, mais les faits le contraindraient à réviser ses positions. J'en trouvais les amalgames tellement stupides. Il avait, dans ses romans, osé quelques piques, ciblant les francs-maçons, mais elles ne relevaient que de l'humour. Accueillis puis déformés par quelques abrutis, ceux-ci en avaient fait des attaques. Qui avait donc raison? Personne, évidemment, ou, du moins, tout le monde, mais un fait était établi. Jean avait été convié au congrès littéraire franc-maçon et il avait été intrigué par cette communauté ésotérique. Il se compte si peu de mouvements intellectuels, à ce jour. Des regroupements de sportifs, d'hédonistes et de poseurs, vous en trouverez des milliers, mais de combien d'associations d'êtres pensants serez-vous en mesure de faire état, en cette ère de matérialisme forcené? Jean avait croisé, à l'occasion de ce congrès, quelques écrivains fameux, quelques philosophes de renom, quelques excentriques tout de noir vêtus, versant dans l'occultisme. L'attrait de ces derniers était indéniable. Jean ne connaissait rien à l'alchimie, mais il adorait assister à des échanges à ce sujet. Il admirait la maîtrise de ses adeptes concernant la kabbalistique, la symbolique et la sémiologie. Jean aimait la singularité des univers parallèles. Il avait gaffé, bien sûr, à l'heure de saluer l'assemblée, concernant la triple bise. Voyant chacun procéder de la sorte, il avait cru devoir se plier à la coutume. Il n'appréciait guère le baiser d'homme barbu, mais que faire quand votre interlocuteur tendait la joue? L'un d'eux, celui-là même qui l'avait invité, s'était vivement écarté, anticipant la 3e bise, et une personne, dans le groupe, avait immédiatement réagi. Ah, je vois que vous n'êtes pas frère. Jean, que la scène avait mortifié, en concevait encore un profond embarras, des années après les faits. Le passé lui imposait, à l'occasion, ces bouffées soudaines d'effervescence qui ne semblaient émerger de nulle part, aux yeux de son entourage. Embarqué dans ses pensées, quelles qu'aient été les circonstances, il s'ébrouait, soudain, se tendait, se cabrait, bougonnait dans sa barbe, bof, mais non, n'importe quoi. Isa le considérait, interdite, tant cela était inattendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, rien. Ses réminiscences l'arrachaient au présent et il considérait parfois souffrir d'une forme mineure d'autisme. Lui qui luttait pour habiter le présent revivait avec une même intensité qu'à l'heure de leur survenue des événements parfois vieux de 40 années, mais le présent et le passé peuvent-ils se dissocier vraiment? La triple bise, ainsi, était venue ajouter sa marque à la longue liste des ressorts de ces transes subites.
Quels qu'en aient été les déterminants, il était marqué, depuis l'adolescence, par ses étourderies, en matière de baiser à l'adresse des filles, parfois trop farceuses, parfois trop strictes. À sa jeunesse, 2 bisous, c'était classe, 3, c'était beauf. L'adolescent redoute, plus que tout, la honte mais Jean s'en mêlait dans les usages, à l'occasion. La beauf à 3 bises s'avérait être une classe à 2. Un non, moi c'est 2, le laissait tout penaud, rougissant, lèvres tendues dans le vide. Et cela revenait, 50 années plus tard. La mémoire est bien cruelle. Son expérience maçonnique avait, en quelque sorte, ravivé la plaie des embarras adolescents, y ajoutant ce sentiment déplaisant d'être snobé. Quel vieux naïf il faisait, on n'intégrait pas ce club sans offrir de gages. Il avait entendu bien des fadaises au sujet de la fameuse fraternité. Il doutait cependant toujours qu'un frère puisse inconditionnellement se sacrifier, dans le but de couvrir un comparse menacé s'il était réellement fautif. Accointance et amitié, certes, mais le bon vieux facteur humain s'imposait toujours. Un gros Jojo pouvait probablement compter sur un du fils d'élu de gauche, mais les deux étaient avant tout liés par leur psychisme déviant de pervers manipulateurs. Voilà ce qui les rapprochait le plus intimement, bien avant les triples bises. L'ami de Jean, le docteur Georges, ancien président de l'ordre, lui avait confié, à sa stupéfaction, que du fils d'élu de gauche avait perdu toute maîtrise de lui-même, un jour qu'ils s'étaient croisés, à l'occasion de l'enterrement d'une connaissance commune, un architecte qui œuvrait pour le groupe. Celui-ci avait concocté un superbe projet dont le seul but était de faire croire aux médecins que la clinique en ruine serait un jour réhabilitée. Du fils d'élu de gauche s'était avancé vers Georges. Il avait, sans la moindre retenue, violemment pesté contre le fait que le fils de Georges, avocat, s'abaisse à défendre Jean. Ton fils défend Jean, ai-je appris. Mais c'est une honte. Comment, avait répondu Georges, d'usage si doux, réservé et surtout prudent. Tu prends position pour ce groupe pourri? Et du fils d'élu de gauche avait tourné les talons, dédaignant la main que Georges lui tendait dans une optique de réconciliation. Pour quelle raison ce coup bas? Solidarité maçonnique avec Gros Jojo le haineux? J'en avais trouvé aucun sens à cette manifestation de perfidie. Elle lui avait semblé tellement inattendue et si infondée qu'il s'était perdu en conjectures avant d'y voir plus clair. Frère du fils d'élu de gauche, comme je l'écrivais, faisait montre de quelques excentricités dans la pratique de son art. Si vous lisiez le second roman de Jean, l'ambassadeur des immensités liquidiennes ne contenait pas les flatulences qui s'imposaient à lui comme à un chacun, à l'occasion des longues interventions chirurgicales. Largement plus qu'à un chacun, à y réfléchir. Il opérait, exigeant tel ou tel instrument, langue entre dents, tout à son intervention, quand, soudainement, le printemps adorable venait à perdre son odeur. Il se dégageait dans la salle un fumet si pestilentiel que le personnel infirmier, incommodé, avait convenu d'offrir à l'inconvenant récidiviste des pilules au charbon du réputé docteur Belloc, espérant tuer dans l'œuf les gaz fétides et assassins. Quand les miasmes incoercibles se répandaient subrepticement dans la salle, frère du fils d'élu de gauche se contentait de grommeler. Oh, j'ai pété. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Sa confidence avait le mérite d'être sincère, mais personne n'aurait souhaité connaître, dans le détail, le déroulé précis du menu incriminé par du fils d'élu de gauche, sinon dans le but d'éviter les aliments d'évidence toxiques qu'il avait imposés à son tube digestif. Comment fallait-il interpréter ces façons? L'animal, ainsi le chat, adopte ce type de comportement dans le but précis d'éloigner le gêneur. Notre vertueux tenait donc les importuns à distance, sa majesté ne goûtait pas la compagnie des petites gens. Du fils d'élu de gauche était l'illustration caricaturale du riche bourgeois de gauche qui n'avait jamais eu à subir le moindre tracas d'ordre financier et qui daignait tendre une main charitable vers les pauvres, ces miséreux qui ne gagnaient pas même leurs 10 000 € chaque mois. Quel philanthrope! Encore que. On n'est pas du même monde revenait trop facilement, quand les gens de peu avaient osé éprouver ce qui lui tenait lieu de patience. La repartie, qui ne se faisait guère attendre, était cinglante. Le cœur parlait. Kevin, modeste ASH, avait reproché à sa majesté de jeter ses tenues au sol plutôt que dans la poubelle et il avait eu droit à la leçon. Cela avait manqué tourner au pugilat. Le manant de basse extraction n'avait qu'une obligation, se louer qu'un du fils d'élu de gauche, dans sa magnificence et dans sa générosité, s'abaisse à lui prêter attention. Privilégié ou pas, l'argent tenait une place prépondérante, dans la hiérarchie des valeurs au Roland bourgeois de du fils d'élu de gauche. Du fils d'élu de gauche n'était pas un chirurgien exemplaire du point de vue de l'éthique. Compétent, certes, il l'était mais il livrait plus à opérer qu'à soigner. Je m'en explique. J'en comptais, parmi ses amis, un confrère, au demeurant diacre, urologue raffiné, au caractère affirmé qui se montrait, par conviction, très attaché à l'éthique, qu'il servait dans l'esprit de la religion catholique. Ce dernier avait fait, un jour, cette confidence qui avait touché Jean. Tu vois, j'ai de nouveaux associés. Parfois, leurs programmes sont vides et cela me rassure. Ils ne cherchent pas à les gaver coûte que coûte. C'était effectivement l'unique voie à suivre. Du fils d'élu de gauche partageait d'autres vues. Il avait été associé à un ami de Jean, le docteur Fouchet, père, lui aussi, d'un enfant psychotique. Jean et Fouchet, qui partageaient des tourments familiaux pareillement douloureux, se confiaient, souvent, l'un à l'autre. Les arrangements professionnels entre Fouchet et du fils d'élu de gauche avaient rapidement pris mauvaise tournure. La fâcherie est la règle, si l'on mêle son destin à celui de ces pervers manipulateurs. Du fils d'élu de gauche s'était mis à dos l'intégralité des confrères du cabinet, puisqu'ils étaient, outre Fouchet, 5 au total, chacun, au demeurant, extrêmement patients et de bonne composition. Du fils d'élu de gauche avait fini par ouvrir un cabinet mitoyen au précédent, dans lequel ses anciens comparses poursuivaient leur exercice. Du fils d'élu de gauche les avait menacés, insultés et traînés en justice. Il avait perdu l'intégralité de ses procédures. Il avait, au cours de celle-ci, tenté d'intimider ses adversaires en avançant qu'un haut personnage, peut-être bien préfet ou procureur ou ministre, lui viendrait en aide quelles qu'aient été les circonstances. Ces petzouilles naïfs étaient perdus et la perspective de leur inéluctable déconfiture provoquait les rires narquois de du fils d'élu de gauche ou, plutôt, ces ricanements d'esclaves du ressentiment, eût avancé Nietzsche. On pouvait les entendre de l'autre bout de la clinique. L'intervention évoquée, aux grandes dames de notre infatué, ne s'était jamais produite. Du fils d'élu de gauche disposait, certes, d'un carnet d'adresses étoffé mais ceux dont le nom y figurait connaissaient sûrement ce vaniteux et ses manières. Il se faisait discret et préservait avant tout leurs propres intérêts. Fouchet n'avait, à ce sujet, plus le moindre doute, ayant subi du fils d'élu de gauche des années durant, ce dernier avait, tout comme son ami et frère Gros Jojo, le profil caractéristique des membres de la communauté la plus justement honnie, ici-bas, celle des pervers manipulateurs narcissiques. La généralisation était, selon les valeurs de Jean, tout à fait acceptable, concernant ces personnes, elles étaient diaboliques, tout et indistinctement.
Là résidait le trait commun avec Gros Jojo, mais du fils d'élu de gauche avait également quelque parenté avec Petit Péteux. Tous deux souffraient d'une défaillance, en l'occurrence, trop répandue depuis quelques années, cette ignorance crasse des principes les plus basiques de l'orthographe, qui fait la marque de l'infatué contemporain. Le concernant, les lacunes étaient si abyssales qu'il avait obtenu de passer les épreuves du bac assuré des services d'un commis aux écritures, dont la désignation avait requis un certificat médical en bonne et due forme. Son psychisme, et la médecine en attestaient, ne lui permettaient pas d'affronter la syntaxe de sa propre langue. Pour autant, il s'exprimait avec fluidité et élégance, seul péché l'orthographe, ce petit plus qui fait la marque des êtres raffinés. Ainsi vont les riches bourgeois. Cela aurait suscité le désir de prendre Petit Péteux en pitié, lui n'avait sûrement pas eu les moyens de s'offrir un laquais. Heureusement, le bac était distribué à la façon des aides sociales. Admettons que du fils d'élu de gauche avait un problème médical sous-jacent, dyslexie ou autre, et que cela affectait parfois de brillants personnages, ainsi l'immense Jackie Stewart, quand cela ne tenait tout simplement pas lieu d'excuse. Petit Péteux, lui, était juste un con et un pauvre. Un pauvre con. Du fils d'élu de gauche, dont la personnalité combinait, outre les travers de Gros Jojo, les lacunes de Petit Péteux et la sotte vanité de la grenouille de La Fontaine, n'était sûrement pas idiot, mais il était victime de son psychisme pervers. Il cherchait, sans cesse, prétexte à nuire. Il lui fallait une cible, une victime, un os à ronger ou bien son existence serait devenue fade et stérile. Et il était hanté par l'exigence impérieuse de briller. Il n'était pas mauvais orateur, à ceci près que l'on réalisait, dès ses premières envolées, qu'elle n'avait pour objet que de satisfaire la gloriole de leur auteur. La foule acclame l'orateur pour le message qu'il a à faire passer, pas uniquement pour le brio de ses adjectifs. Au commencement de leur association, du fils d'élu de gauche avait mis Fouché en garde. Regarde, Fouché. Tes programmes sont vides. C'est nul. Il faut remplir. Effectivement, lui-même remplissait. Il gavait, même, son programme à la façon du landais son noix. Son ratio consultant opéré excédait déraisonnablement celui de professeurs agrégés de la faculté de médecine, pourtant couru dans la France entière. Le médecin, et il fait exception, qui se comportait de la sorte, pour peu qu'il se montrât prudent comme un sioux vis-à-vis des professionnels et persuasif comme un bonimenteur vis-à-vis des patients, échappait au radar divers. Les tutelles exigeaient qu'une plainte soit déposée, avant de mettre la machine en branle, mais du fils d'élu de gauche opérait très correctement ces patients qui n'auraient jamais dû l'être. On ne déplorait aucune victime de ces interventions injustifiées, elles n'étaient simplement pas indiquées, ce que l'inspecteur des assurances maladie ne parvenait quasiment jamais à démontrer, faute d'une enquête laborieuse. Ce type de procédure n'était presque jamais mené à leur terme. Les patients, tout de même, finissaient parfois par comprendre qu'ils avaient été manipulés, mais combien d'entre eux avaient été opérés, à leur insu, sans le moindre motif convenu? L'ordonnance, pour le malheur de ces derniers, rapportait moins de sonnants et de trébuchants aux praticiens que l'acte. Une blonde infirmière, au regard bleu pétillant et à l'intellect bien agencé, avait confié à Jean que du fils d'élu de gauche s'était livré à un marchandage particulièrement répugnant, au terme d'une consultation rondement menée. Il acceptait de l'opérer, moyennant une réduction significative de ses onéreux tarifs, si elle daignait se soumettre à quelque lubrique galipette. Elle avait poliment décliné l'offre, avait requis un second avis après quoi elle avait reçu le traitement médical qui s'imposait. Elle avait fait l'économie d'une chirurgie injustifiée et d'une dépense inutile, tout en s'épargnant des humiliations réservées aux filles de joie. Elle n'avait pas ébruité l'affaire, mais elle n'avait évidemment pas été dupe, du fils d'élu de gauche sentait mauvais, dedans et dehors. Vous songez certainement, mais comment ce pervers manipulateur amoral pouvait-il exercer sans qu'on y mît fin? Ses collègues ne faisaient guère preuve de courage en tolérant ses malversations et ses arrangements avec l'éthique. Soit, mais quel délit aurait-il dû dénoncer et vers quelle tutelle aurait-il dû se tourner? Police, justice, ordre, ne se contentaient pas de rumeurs. Chacun des confrères ayant eu connaissance des écarts de du fils d'élu de gauche, et il ne formait pas une majorité, tolérait, sans trop broncher, que cet histrion indélicat sévisse librement pendant qu'un collègue irréprochable, injustement persécuté, avait obligation de se démener, seul, dans la panade. C'était indigne. Oui, certes, mais cela traduisait l'un des comportements les plus répandus, ici-bas, au sein des diverses communautés professionnelles. Le confrère honnête devenait un gêneur à partir du moment où il attirait sur la corporation l'attention, voire la suspicion, qu'il ait eu raison ou non, les suspicions de la meute suffisaient à porter atteinte aux intérêts collectifs. Les commérages, comme le fumet du gaz de du fils d'élu de gauche, s'insinuaient partout et leurs répercussions étaient dévastatrices. Le lanceur d'alerte, fauteur de troubles, subissait systématiquement le regard et le jugement collectif, à la façon de la victime du viol. Du fils d'élu de gauche, lui, se tenait tapis dans l'ombre et il ne troublait le destin de quiconque. Notez que, comme un chacun et comme vous-même, je gage, de nombreux médecins pouvaient parfaitement côtoyer quotidiennement un indélicat sans même en avoir conscience, la raison d'être du filou et de filouter. Adolescent, Jean travaillait, parfois, dans le commerce de pièces détachées de son père. Un professionnel du secteur venait s'y approvisionner régulièrement, afin de réparer, comme cela se faisait alors, les appareils électroménagers de ses clients. Jean se souvenait que ses poches regorgeaient de monnaie, de pièces de 10 francs, en particulier. Il les piochait par poignées entières. Un matin, la stupéfaction avait été générale, parmi les employés de la petite affaire de Bernard. On avait appris, par la presse, que l'artisan estimé et respecté, à qui on tapait sur l'épaule, autour d'un café, à l'occasion, avait violé une vingtaine de femmes. Ils s'introduisaient, en soirée, dans leur domicile, les agressaient, alors qu'elles prenaient leur douche. Personne n'est plus vulnérable que le baigneur nu, si ça n'est le dormeur nu, en milieu de nuit, heure la plus propice aux agressions sauvages des experts du homejacking. Le violeur cambrioleur se prétendait, afin d'inciter les victimes à le prendre au sérieux, proche de Mesrine, ce bandit de grand chemin des années 80, bourgeois aux aspirations anarchistes qui avait adopté un profil à la Bono. Mesrine avait, et cela avait fait grand bruit dans les rédactions, été abattu par un commissaire, revolver au poing, en plein Paris, alors qu'il patientait dans son auto, à un feu rouge. Mesrine se déplaçait armé d'une grenade et il fallait s'en méfier, il était cruel et impitoyable. Il avait été un des rares, au sein de sa corporation, à s'en prendre physiquement à un journaliste. Il estimait que celui-ci avait porté atteinte, dans ses écrits, à sa réputation de psychopathe et la dentition du malheureux en avait subi les répercussions. Évidemment, le petit commerçant et le grand bandit ne s'étaient jamais rencontrés. Supposer, à la façon du brave citoyen, que l'on est plus avisé que la moyenne des gens, que l'on dispose de sens autrement développés que le commun et que jamais l'on ne se laissera doubler par plus malin revient à surestimer ses capacités. Les lacunes étaient si abyssales sans le moindre motif convenu, et de trébuchant aux praticiens que l'acquet, selon les valeurs de Jean, tout est indistinctement. Forme.
Son psychisme réservait avant tout leurs propres intérêts. Et la médecine en attestait. Il se faisait discret et, pour le moment, Dufys d'élu de gauche ne portait, donc, pas directement atteinte aux intérêts de ses confrères, ce qui ne signifiait pas qu'il lui ferait grâce de ses péchés, dans l'éventualité d'un scandale. Ainsi va l'existence. Dufys d'élu de gauche suscitait l'agacement. Il accaparait la parole, à l'occasion des réunions publiques et il surjouait, il rugissait, il éructait, aboyant ses adjectifs en moulinant des bras, tout en emphase et en démesure. Il avait un timbre de voix puissant, tantôt suffisamment aigu pour s'insinuer entre vos phrases, tantôt suffisamment grave pour les étouffer. On ne s'en défaisait pas comme ça. Dufys d'élu de gauche avait réuni quelques médecins, au sein d'un groupe privé WhatsApp, dont l'objet avoué était de faire tomber le président du Conseil de l'Ordre, qu'il haïssait. La cible, souvenez-vous, en avoir une sous la main lui était vitale. Songez combien nombre de politiciens, dont la seule qualité est de savoir faire tomber un adversaire de son piédestal, ont le profil psychologique de ces pervers narcissiques. Ils désignent l'homme à abattre, établissent des démarcations, forment des clans, claironnant combien ceux qui ne les suivent pas sont les ennemis de la cause et bigne. La conspiration avait été éventée. Le président avait eu connaissance de ce qui se tramait. Un Judas avait ébruité quelques indiscrétions et le drame s'était conclu par une garde à vue, Dufys d'élu de gauche ayant menacé, symboliquement il est vrai, le président de mort. Dans les deux camps, il fallait confesser une certaine démesure mais Dufys d'élu de gauche l'avait bien cherché. Hélas, ce paranoïaque suspectait très injustement Jean d'avoir joué un rôle dans la délation. Jean avait été intégré, sans n'avoir jamais rien demandé à quiconque, à ce groupe de médecins hostiles au président de l'ordre par un ami, S-Dog, qui exerçait en tant qu'urgentiste dans la clinique dirigée par Gros Jojo. S-Dog détestait Gros Jojo. Le monde entier détestait Gros Jojo. En plein burn-out, maltraité par un directeur pourvoyeur de maltraitance, S-Dog avait quitté son poste après quoi, harcelé par le même acharné, lequel ne les appréciait pas et ivrait à les faire démissionner, ses associés avaient collectivement quitté l'établissement. Gros Jojo les avait, certes, bien encouragés mais ses compétences s'arrêtaient là. Il était comme ces politiciens qui, parvenus au pouvoir après avoir fait le ménage et ayant dominé les rangs éclaircis des adversaires, ne savent absolument pas comment en user efficacement. Ici se sépare le machiavélien et le machiavélique. Un bon tueur ne fait pas un bon président. Gros Jojo n'avait aucune expertise médicale et il avait recruté, à la place des urgentistes réputés qu'il estimait fainéants, une équipe très insuffisante de jeunes médecins étrangers inexpérimentés. La langue française leur posait déjà de gros problèmes alors les urgences, dans une banlieue au fort accent. Songez. Les spécialistes râlaient. Ils devaient, sans cesse, interrompre leur activité, filer au sous-sol, rectifier les prescriptions inadéquates et traquer les erreurs avant la catastrophe. Tout le monde le redoutait, toutes les conditions étaient réunies pour que survienne un drame. Le président du Conseil de l'Ordre, lui, entravait l'installation de la future associée de l'ex-urgentiste S-Dog pour des raisons purement légales. Là encore, le président ne faisait que répondre aux exigences de sa charge, en imposant les textes d'un service juridique, lui-même sommé d'appliquer les règlements. En déduire que le président menait une guerre contre la collègue d'S-Dog revenait à conclure hâtivement et à réduire une entière institution à un seul homme, son élu officiel. C'est assez commun. Le président de la République, première victime de ce type de procédé, est-il, seul, à l'origine de tous les maux, en notre nation en déroute? Et c'est celui qui ne l'aime pas qui pose la question. Le citoyen, les administrations, les aléas et les contingences n'ont-ils pas leur petite responsabilité? Et n'est-ce pas à chacun d'agir en faveur de ses propres intérêts, avant d'attribuer l'intégralité de ses malheurs au chef en se prétendant innocente victime, usant des ficelles qui font la marque de l'esclave du ressentiment? Ça n'est, certes, pas une raison pour ne pas haïr ce président, puisqu'il est haïssable mais il est plus élégant de haïr justement, dignement et intelligemment, sans se désigner un coupable de substitution. Préférons le réel à son double. En même temps. La vie est un enchevêtrement. Singularisons, affinons, détricotons. À ce sujet, j'en ne partageais pas les emportements que j'avais, moi, 33, exprimés dans Bagatelle, au sujet de la justice, qui composait, elle aussi, avec les tracas du quotidien. Avancer l'idée d'une volonté collective, uniforme, revendiquer une rhétorique s'appliquant inconditionnellement à tous les juges, relevait de la spéculation. Ces professionnels se basaient sur des faits, des preuves, des évidences, des dossiers, des textes, que ces éléments émanent de la droite, de la gauche ou d'ailleurs. Tout comme les praticiens de la médecine recherchaient des symptômes. La justice était, en grande partie, un concept fantasmatique. L'époque, hélas, devenue binaire, ne procédait plus que par approximation grossière aux délimitations artificielles. Elle liquait ou atomisait, la justice, la médecine, la science. Elle était devenue friande en étiquettes, en anathèmes, en icônes. Les climato-sceptiques, les complotistes, les blancs, les boomers et tout et tout. Tout cela était affligeant et ces qualificatifs n'auraient dû satisfaire que les cancres des classes maternelles. Ils produisaient leur effet, cependant, comme, probablement, en temps, les références à la religion, à Dieu et à diable. L'homme était idiot quand il ne pensait pas. Ajoutez à ces concepts bancals les fameux doubles du réel, du président responsable de tous les maux du pays au maire à l'origine de tous ceux de la cité et vous obteniez l'ossature du ressentiment latent. S-Dog, donc, avait intégré le groupe hostile aux institutions d'ordinal, dont l'objet était, en réalité, de servir les seuls intérêts de Dufys d'élu de gauche et il y avait mêlé le nom de Jean, qui lui n'en voulait à personne et surtout pas à l'ordre ou aux représentants officiels que ses confrères avaient élus. Jean était proche d'un ancien président du Conseil de l'Ordre, le docteur Georges. Ce brave et débonnaire septuagénaire, juif, l'avait invité à pratiquer les circoncisions rituelles au domicile des familles. Jean se rendait, parfois, au bloc, en sa compagnie, quand il devait effectuer l'une de ces procédures. Notez qu'il circoncisait tout autant de musulmans et d'athées et que l'hypothèse d'une circoncision effectuée chez un homme s'identifiant au genre féminin, sujet qualifié, dès lors, de femme, n'était, en théorie, nullement exclu. Dufys d'élu de gauche, victime de sa paranoïa envahissante, avait croisé ce brave Georges à la clinique en l'une de ces occasions. Il en avait immédiatement conçu que Jean aurait pu laisser échapper quelques confidences et que celles-ci auraient pu remonter jusqu'aux oreilles du président en fonction. Jean était donc coupable des tourments qu'il subissait. N'oubliez pas, il lui fallait toujours une cible à porter. Cela avait-il pesé sur les manigances de frère Gros Jojo, notoirement amis de Dufys d'élu de gauche? Mystère. Notre brave Georges ne comptait pas parmi les soutiens inconditionnels de l'actuel président, car il ne partageait pas systématiquement la dureté de certaines de ses décisions ordinales, qu'il trouvait parfois trop sévères.
Même si Jean avait gaffé par maladresse, tout en serait resté là mais Jean n'avait nullement gaffé et Jean se fichait de ce groupe WhatsApp virtuel, n'ayant aucun grief à réserver à l'ordre. Il se souvenait que cette vénérable institution, qui l'impressionnait, en vérité et dont la simple évocation lui collait quelques aigreurs gastriques, lui avait sauvé la mise, quand il était étudiant. Le président l'avait sorti des griffes d'un patron sadique aux manières comparables à celles de Petit Péteux. Jean était toxicomane, alors. L'ordre lui avait laissé une chance que le patron avait sabordée. En opposant ces deux anti-caractères, lesquels se haïssaient, Jean avait eu l'opportunité de se sortir d'affaire. Hélas, il avait vite replongé dans la morphinomanie. Aussi l'ordre le renvoyait-il à ses propres faiblesses et cette vénérable institution lui inspirait elle une certaine crainte et un sentiment de culpabilité. Il préférait s'en tenir éloigné. Il entendait bien certains confrères l'attaquer mais il les trouvait simplistes et partiaux. Certains en appelaient à Pétain mais c'était idiot, la logique imposait de juger selon les décisions rendues. Comme toute institution humaine, comme tout humain, comme Jean lui-même, comme chacun des confrères et comme chaque abeille de la ruche, l'ordre avait ses qualités et ses défauts, ses réussites et ses échecs, ses grands et ses mauvais jours mais il est œuvré à protéger collectivement les intérêts des médecins et des patients. Ses membres, pour la plupart bénévoles, s'assuraient que les règles soient appliquées. Jean les respectait et s'en sentait donc profondément solidaire, par une espèce de réflexe de classe. De la même manière qu'associé depuis 20 ans à de Fonstragic, il l'avait certes critiqué sous l'effet de la colère mais il admettait qu'il aurait à nouveau signé demain avec un tel homme. Jean refusait d'être un vertueux binaire et il ne condamnait jamais définitivement un de ses identiques. Du fils d'élu de gauche, lui, poursuivait ses rêves illusoires de gloire politique. Jean se demandait, tout de même, si Gros Jojo et lui n'avaient pas établi une stratégie commune. Du fils d'élu de gauche était, d'évidence et même si Jean n'en avait pas la preuve, le Judas de la clinique, celui qui transférait le contenu des courriers rédigés par Jean à son frère Gros Jojo. Jean exploitait ce canal et il savait très bien, quand il adressait un message à ses confrères, où aboutirait son contenu. Les deux directeurs et leurs baudets d'avocats ayant été déboutés par le conseil départemental, l'information avait été relayée par la presse locale. La journaliste, extrêmement professionnelle, avait interviewé le président qui avait confirmé ne pas suivre les directeurs dans une procédure insensée visant à condamner un auteur de fiction au prétexte des agissements, au demeurant honorables, de ses personnages. Le caractère romanesque de l'ouvrage était stipulé, à plusieurs reprises, dans le texte et tant pis pour ceux qui commettaient l'erreur de se reconnaître dans les portraits, la faute émanait d'eux et uniquement d'eux. Personne, au fond, n'était assez idiot pour s'exposer au ridicule auquel nos prodiges de directeurs faisaient face. La scène qui avait mis le directeur en émoi était, dans l'esprit de Jean, extraite de la recherche, il n'en démordrait jamais. Que 2 à 3 traits aient pu faire évoquer, au sein du cercle infime de ceux qui le côtoyaient, le directeur réel, n'y changeait rien, la scène n'avait jamais eu lieu, excepté pour moi, pauvre 33, comme je vous l'ai déjà dit. Jean avait ce talent de faire croire au lecteur qu'il relayait des faits authentiques et Petit Péteux était tombé à pieds joints dans le panneau mais ça ne rentrait aucunement dans les plans de Jean. Ce type n'était qu'un énième directeur, dans le fil de sa carrière et il ne se démarquait que par son incompétence et sa haine. Arguant que le président s'était positionné dans la presse en répondant factuellement aux questions d'une journaliste, les directeurs avaient exigé, par le biais de leur avocat, une délocalisation de l'affaire jusqu'à l'ordre national. La plupart du temps, les décisions n'étaient jamais révisées, lorsque l'on sollicitait l'échelon supérieur mais l'ordre établi sous-entendait de juger l'affaire Jean à l'ordre départemental régional et sûrement pas au national. Hélas pour nos prodiges, le président départemental officiait partout et Jean était certain qu'il était aussi intègre à l'occasion de chacune des audiences. Sous-entendre qu'il était corrompu n'allait pas aider nos persécuteurs qui sombraient là dans des raccourcis dignes de l'homme de la rue. Jean supposait que du fils d'élu de gauche nourrissait une haine coriace envers sa personne et qu'il alimentait Gros Jojo en confidence dans le but de l'encourager dans ses renséures. Gros Jojo ravitaillait son baudet en ragot que celui-ci faisait remonter jusqu'au siège. Tout ce fiel macérait en attendant d'être exploité mais Jean se lassait de la haine. Ils songeaient, au fil de leurs coups bas et de leurs indignités, que Gros Jojo et Petit Péteux ne reflétaient pas nécessairement la politique ambitionnée par le groupe et que conclure, proactivement, que cette entreprise n'était qu'un repère de malfrats au profil de mafieux revenait à simplifier une situation bien plus complexe. Avait-elle une âme, cette entreprise ou n'était-elle qu'un agglomérat de petits partis rivaux en guerre les uns contre les autres? Mystère mais cette version collait mieux à l'idée que Jean se faisait de ces organisations en particulier et des architectures humaines en général. En l'attente d'une hypothétique explication, importuner les confrères du Conseil national, qui avaient tout de même des préoccupations autrement prioritaires, avec une procédure aux allures de naufrage, solliciter le niveau le plus élevé de la hiérarchie, dans l'unique objet de faire condamner un auteur pour les actions fictives de ses personnages, comportait certains risques que nos génies sous-évaluaient, comme une médiatisation plus percutante, encore, sur le thème. Rendez-vous compte. Aller jusqu'au national pour cette cause perdue d'avance. Quelle honte. Le ridicule graviterait à hauteur de l'échelon ordinal et personne n'aurait aimé faire l'expérience d'un ridicule d'ampleur nationale. Second risque, évidemment, assumé, en audience, le fait d'avoir douté de la probité d'un président qui serait amené à peser sur les débats. Le Conseil de l'ordre, après quelques semaines, avait statué, quant à la requête d'un passage au national, il refusait de transférer l'affaire au national et proposait un recours auprès du Conseil d'État à ceux qui ne partageaient pas son avis. Nos abrutis étaient mal conseillés mais à ce point. J'en doutais qu'ils se lancent. Dans le rendu du jugement, était stipulé le fait que l'on avait douté de la probité du président et que rien ne le justifiait. Rien ne serait oublié, astérisque.